Alors ce soir, on a la chance, comme nous avons pu l'entendre, de recevoir Michel Hervé, président et fondateur du groupe Hervé, qui a eu plein de vies. Alors je pose la question à la salle. Dites-moi un petit peu, à vous la parole, si vous avez des questions à lui poser. Le président de Junior SM Conseil va faire passer un micro. C'est à vous. Alors je vois qu'il y a un fort enthousiasme pour les questions, le temps que le micro se prépare. Comme on dit toujours, la première question est la plus difficile. Alors, bonsoir Monsieur Hervé, merci beaucoup de cette intervention. Vous avez évoqué le style de management participatif et l'intrapreneuriat. Pensez-vous que l'intrapreneuriat peut-elle émerger de la même manière suivant les styles de management, les autres styles de management, et dans quelles conditions? Je veux parler par là le style persuasif, participatif, directif et délégatif. Merci. J'ai pas compris. D'accord. Pensez-vous que quoi? Pensez-vous que l'intrapreneuriat peut-elle émerger de la même manière suivant les différents styles de management? Ah, les autres styles de management. Exactement, parce que vous avez parlé du style participatif. Est-ce que dans les autres styles de management, ça peut émerger de la même manière et dans quelles conditions? Alors, ça émerge par exemple dans des très grandes entreprises quand c'est des micro-structures, c'est-à-dire des gens qui sont par exemple isolés dans un coin, ou un manager de milieu de gamme, si vous voulez, hein, etc., qui a, lui, déjà ce sentiment-là, c'est-à-dire cette prise de conscience, il peut le faire dans son unité. Toute la difficulté, c'est ensuite qu'il va être particulièrement matraqué par les autres, hein, donc il va y avoir une sorte de harcèlement, si vous voulez, des unités à côté s'il réussit. Alors, il n'est pas sûr qu'il réussisse aussi, c'est un gros problème, c'est que là, ce que je suis en train de vous dire, ça a une efficacité sur le long terme. Mais à court terme, des structures dans lesquelles la culture est une culture traditionnelle, si vous voulez, la culture que tout le monde a reçue, à la fois dans sa famille, dans son école, dans les entreprises précédentes, fait qu'il va avoir une capacité de faire des profits à court terme supérieure. À long terme, cette unité peut complètement disparaître, alors que vous allez au contraire petit à petit progresser sur le long terme, parce que vous aurez une capacité à faire de l'innovation permanente. Mais dans un premier temps, si vous voulez, vous ne serez pas forcément le meilleur en termes de profit. Et donc ceci peut être quelquefois négatif pour celui qui va vouloir faire ça dans son coin. Sauf si le grand manager est pour. Mais les grands managers sont rares. Et même quelquefois, j'ai des amis qui m'envoient des mails comme ça, des grandes sociétés du CAC 40, qui me disent « ce que tu fais, c'est formidable », etc. Mais ils me disent « moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai un conseil d'administration ». C'est-à-dire que j'ai des boursiers, si vous voulez, qui me demandent un profit immédiat, et donc je ne peux pas. Donc je crois que ça va se développer à travers essentiellement des petites sociétés qui vont se mettre en situation de réseautage entre eux. Je pense plus à une évolution par la base, un petit peu comme pour la politique. Je pense beaucoup moins à une évolution, si vous voulez, ce qu'on a eu dans la pensée logique, qui a été par exemple l'émergence du général de Gaulle, qui a fait quelque chose d'extrêmement positif après 58, par exemple, hein, pour prendre ce cas. Aujourd'hui, ça ne serait, je pense, beaucoup plus difficile. Et je pense que la situation va venir, si vous voulez, de la société toute... dans son horizontalité, si vous voulez, à travers des pensées qui ne sont pas des pensées d'anarchistes, hein, qui veulent, par petits groupes, effectivement, faire le pire pour faire bouger. Non, je pense une société beaucoup plus créative, hein, créative dans le sens de la non-violence, dans le sens de la participation. Je ne crois pas du tout à la violence. Alors, c'est peut-être parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis de la génération de sortie de la guerre. Mais je ne crois pas du tout à la violence. Je crois qu'au contraire, la création ne se fait jamais dans la violence. Elle se fait dans un cadre, donc pour prolonger l'excellente question qui vient d'être posée, elle se fait dans un cadre, on n'est pas dans une perspective de société sans État, ou en tout cas de société sans administration, au sens strict. Pour que le management participatif fonctionne, il faut d'abord une autorité. Alors,
C'est le paradoxe. C'est le paradoxe, c'est que il faut une autorité qui soit, si vous voulez, un petit peu comme la Cour suprême est là pour obliger à ce que les présidents de la République, enfin les présidents des USA, enfin des États-Unis, soient dans la démocratie. C'est-à-dire que la règle organisationnelle, si vous voulez, pour avoir des sociétés qui sont dans une transparence, par exemple, est un élément qui naturellement est un pouvoir un peu dictatorial, si vous voulez, dans ce domaine. L'organisation n'est pas participative. C'est le fonctionnement à l'intérieur de cette forme d'organisation qui, elle, est participative. Bonsoir. J'aimerais savoir, donc aujourd'hui, le management participatif répond à quel besoin de notre société? La création, l'adaptation, le sur-mesure. J'aurais pu vous dire aussi quelle était, ça peut, si vous avez encore 30 secondes, je vais vous montrer l'évolution, si vous voulez, du client, c'est-à-dire du contexte de l'époque. Et là, vous allez avoir, voilà, le client. Au XXe siècle, le client était consommateur. Aujourd'hui, il est citoyen. C'est-à-dire qu'il veut plus seulement un produit, il veut l'histoire du produit. Il veut savoir si ce produit est écologique, il veut savoir si ce produit est fait ici en France, il veut savoir si c'est un produit éthique. Avant, nous avions un conseiller anonyme. Maintenant, on veut un conseiller reconnu. C'est-à-dire que c'est plus seulement l'expertise qui est importante, c'est la fidélité. Jusqu'à présent, on achetait sur la marque. Aujourd'hui, on achète sur l'e-réputation. C'est-à-dire, c'est l'autre client d'à côté qui donne la réputation au produit. C'est plus la marque, c'est plus le marketing. On avait du standard. On cherchait les produits, si vous voulez, qui étaient le produit uniforme. Au contraire, on rentre dans une société dans laquelle chacun veut du sur-mesure. Veut le produit qu'il soit adapté à lui et pour lui. On était dans une relation de possession. On voulait un produit. Aujourd'hui, on veut un usage. Et le Blablacar, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, est tout à fait dans cet esprit. Et donc, ce qui fait que la relation entre le client et le fournisseur est une relation qui va du C2B et non pas du B2C. Et on veut, aujourd'hui, dans une entreprise comme la mienne, on veut que les gens, bien sûr, le client veut son service, mais il veut aussi le serveur. Il veut que la personne qui, un peu comme si vous alliez au café, vous voulez le café, mais vous voulez aussi que la personne qui vous donne le café vous pose la question « Ah, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, etc. » C'est-à-dire quelqu'un qui vous reconnaisse. Et en plus, on veut la surprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, le client ne veut pas seulement le produit et le serveur, il veut qu'on lui donne un produit qu'il n'avait pas demandé, mais dont, en réalité, il est heureux de l'avoir. C'est le ravissement. Donc c'est dans le ravissement qu'aujourd'hui se place le client. Et tout ça, ça transforme cette société et ça transforme bien sûr les entreprises dans leur relation à la société. Alors on a le temps pour 2 questions encore. La salle, c'est à vous. Oui, bonsoir monsieur Hervé. Dans votre parcours d'entrepreneur, je voulais savoir si vous aviez connu un échec particulièrement marquant. On sait que la vie d'un entrepreneur, quand on regarde la success story à la fin, c'est pas une courbe linéaire. Donc je veux savoir si vous avez connu un échec particulier et comment est-ce que vous l'aviez transformé en matière première pour rebondir. J'ai connu que des échecs. Mais tous mes échecs d'hier, un en particulier. Mais tous mes échecs d'hier, c'est mes réussites d'aujourd'hui. Tous mes échecs d'aujourd'hui, ça sera mes réussites de demain. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je suis heureux de mes erreurs. N'empêche que effectivement, j'ai eu beaucoup d'échecs. Il y a des sociétés parmi l'ensemble de mes sociétés, si vous voulez, qui ont disparu. J'en ai même une que j'ai mis en dépôt de bilan. Qui travaillait pour STX, par exemple, sur les navires. Et naturellement, à un moment, STX n'avait plus de bateaux. Les Américains avaient supprimé le bateau qu'il avait donné. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé, si vous voulez, sans travail, avec des gens
qu'on avait pris à l'intérieur, qu'on n'avait pas encore eu le temps de transformer en créateurs, et qui naturellement n'avaient pas une capacité d'adaptation suffisante, ou plus exactement, c'était les responsables qui disaient qu'ils rentraient dans notre culture, mais qui gardaient le pouvoir, si vous voulez, et ne formaient et n'éduquaient pas leurs collaborateurs, et en particulier les gens de terrain, à être en situation d'adaptation. Et donc la capacité adaptative était quasi nulle, et à partir du moment où le client n'avait plus de commandes, il a fallu arrêter la société. Voilà un échec extrêmement cuisant. Donc le conseil que vous nous donnez, c'est, comme disait Édouard Henriot, d'échec en échec jusqu'à la victoire, voire échouer davantage pour réussir beaucoup. Amusez-vous. Passez votre temps à vous amuser. Déjà plus sympa. Amusez-vous en travaillant parce que vous apercevrez très vite que l'amusement, c'est justement de faire des choses innovantes. Mais vous savez, vous aviez déjà ça à Florence au XVe siècle. Avant qu'on passe, si vous voulez, la société où les gens rentraient dans les usines, c'est-à-dire avant qu'on se retrouve en usine, c'est toute la peinture, si vous voulez, Florence était la capitale de l'Italie de l'époque, et toute la peinture, le nombre, c'est Léonard de Vinci, c'est Michel-Ange, etc. Mais c'était un nombre incalculable de gens qui étaient dans la création. Et là, on va retrouver ça, on va retrouver beaucoup d'artistes dans les décennies à venir. À l'échelle planétaire, hein, pas seulement à l'échelle française. Mais nous, en France, on pourrait avoir plus de chance que les autres parce qu'on a quand même un environnement et une histoire extraordinaire que bien des peuples n'ont pas, y compris les Chinois qui n'ont pas ça parce que les Chinois n'ont pas gardé leur histoire. Hein, le taoïsme, c'est quelque chose qui effectivement détruit toute l'histoire. Il n'y a pas de la notion du temps. Il y a de la notion de l'espace, mais pas de la notion de temps. Oui, donc dernière question. Je vous remercie déjà beaucoup pour cet échange très enrichissant. Donc vous nous avez dit qu'il était important de prendre en compte la dimension humaine dans le travail aujourd'hui. Donc de pouvoir se toucher, échanger. Vous êtes à la tête d'un groupe de près de 3000 salariés. Comment faites-vous pour mettre en pratique cette dimension humaine, vous, personnellement, au sein de votre entreprise? Moi, personnellement, je suis hors entreprise. C'est-à-dire que je me retrouve, dans une certaine mesure, comme un président, aujourd'hui, un président de surveillance qui est là pour surveiller que le fil rouge, depuis 40 ans, reste, c'est-à-dire que effectivement cette situation d'organisation participative continue à se développer avec des logiciels qui sont toujours de plus en plus développés, etc. Et le problème, c'est naturellement d'être, à partir de ce moment-là, en situation complètement décalée par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, il y a un philosophe qui m'a dit un jour, mais toi, t'es Dieu. C'est-à-dire qu'on ne te voit plus. Et c'est parce qu'on ne te voit pas que tu existes. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire en termes de philosophie. C'est-à-dire que... Puisque ce soir, j'ai la chance aujourd'hui, d'être assis à côté de Dieu, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Quand même, ce soir, on a ce privilège à l'École supérieure de commerce et de management Tours Poitiers-Orléans d'être assis à côté de Dieu, en face de Dieu. La salle, je vous en prie, profitez-en. Il faut bien s'amuser un peu. Merci d'être venu jusqu'à toi ce soir et de partager votre expérience avec nous. Vous nous avez parlé qu'il fallait outrepasser les cadres, les règles, etc. et d'être libre pour créer. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui, vous, pour garder cette dimension créative et donc cette liberté et passer au-dessus des normes et des règles? Alors, je ne peux plus le faire tout seul, si vous voulez. La société est tellement complexe que c'est de l'intelligence collective. C'est pour ça que je vous ai parlé de noosphère tout à l'heure. C'est qu'on rentre dans un monde de collectif. On rentre dans un monde où on ne pourra plus être en situation de création. Il faut seul. C'est trop complexe. Il faut additionner des expériences différentes qui vont s'amalgamer ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est par exemple les plus grands utilisateurs de Wiki. Vous savez, qui permet, même à distance, c'est-à-dire sans être ensemble dans une salle,
mais de pouvoir apporter sa contribution, si vous voulez, à quelque chose de commun. Et donc, c'est cette possibilité de faire quelque chose à plusieurs qui va donner de la force et du sens. C'est pour ça que tous les livres que j'ai faits sont toujours des livres collectifs, au moins à 2, hein, ou à 3. Mais pour pouvoir créer une dimension, si vous voulez, parce que, de manière à ce qu'il y ait plusieurs regards. Et c'est la somme des regards qui crée une capacité d'intelligence. Alors justement, avant de vous remercier, j'aimerais en profiter pour inviter nos spectateurs et nos web téléspectateurs à lire 2 de vos ouvrages, parce que je sais que vous en avez publié d'autres. J'aimerais qu'on puisse les avoir juste derrière moi. Donc le premier ouvrage qui est, je pense, et alors d'ailleurs, je tiens à vous le dire, il n'existe plus en ce moment puisqu'il est en rupture de stock. Les 2 sont en rupture de stock chez nos libraires préférés, bien entendu, et chez nos libraires en ligne. Oui, parce que le deuxième était chez Bourrin, et le premier éditeur aussi, ils ont déposé le bilan. Donc voilà. Mais les livres ont du succès. Je l'avais fait parce que c'est mon ami Edgar Morin, si vous voulez, qui a fait son dernier livre chez Bourrin. Et donc j'ai dit, bon, bah, si toi tu vas chez Bourrin, il n'y a pas de raison que je n'y aille pas aussi. Et puis en réalité, il a déposé son bilan, mais très peu de temps après d'ailleurs l'édition. Donc, ils étaient parus aux éditions Françoise Bourrin. Donc le premier, Le pouvoir au-delà du pouvoir, François Bourrin. Le pouvoir au-delà du pouvoir, l'exigence démocratique dans toute organisation, que vous aviez écrit avec Thibaut Brière, je crois. Et le second... Un jeune philosophe, si vous voulez, qui, comme vous, a fait HEC. Bon, excusez-moi, mais c'est moins bien que vous, hein, mais voilà. et qui a fait donc une école de commerce, qui a fait un doctorat de philosophie, et qui était champion de France de karaté. C'est cette triple dimension qui m'a beaucoup intéressé. C'est le fait qu'à la fois, ça soit un homme sportif, c'est-à-dire dans lequel il y a aussi l'énergie physique qui rentre en compte, la dimension intellectuelle, philosophique, et la dimension émotionnelle. Et donc le second que vous voyez derrière moi, De la pyramide au réseau, qui est le récit d'une expérience de démocratie participative, qui a été préfacé par, qui est maintenant ministre, Madame Ségolène Royal. Alors avant de terminer, un dernier mot pour vous remercier, bien entendu. On a entendu beaucoup de choses ce soir, et si, je crois, un message vraiment doit être retenu, c'est celui d'essayer, c'est celui de se tromper, c'est celui d'échouer, justement, puisque c'est ça qui prépare la réussite de demain. Merci beaucoup, Monsieur Michel Hervé. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.